7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. J'ai prononcé votre nom tellement bizarrement. Le jeudi, c'est mon jour. Et bien sûr, vous nous parlez des élections américaines ce matin. Et voilà, et oui, et pour commencer cette chronique, écoutons l'un des plus grands et satisfaisants moments de télévision capturés en direct. Souvenez-vous, c'était en 2016. Je crois qu'on me dit qu'il y a des gens émus sur le plateau. Mademoiselle ? Je peux venir vous parler ou... Non. Voilà. On va continuer la discussion. Est-ce qu'on peut aller voir Martin qui est à New York ? Ah, c'est relaxant. Non, c'est magnifique. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, c'était un célèbre extrait de l'émission Quotidien où un certain Yann Barthès apprenait la victoire de Donald Trump en plein direct et tentait, tant bien que mal, de consoler une spectatrice en larmes. Et une vidéo qui résume parfaitement bien le traitement médiatique lunaire de ces élections américaines et qui a abouti finalement à la victoire écrasante de Trump, mais qui a fait ressortir ce qu'il y a de pire dans le journalisme et la politique française, comme le décrypte notre partenaire du lundi, Régis Sommier. Écoutez, c'est ce qui a mis un peu le feu aux poudres, c'est une intervention sur X d'Élise Lucet qui se montre et qui dit regardez à mes côtés voici Robert De Niro. Alors elle l'appelle Bob pour montrer qu'elle le connaît bien, etc. Et Bob De Niro, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va justement raconter que Trump est un danger, et donc elle le fait sous le mode ça y est, c'est un scoop. Écoutez les paroles de cet homme et vous comprendrez que Donald Trump est un fasciste, un nazi, que c'est un danger pour la démocratie. J'ai trouvé que c'était cette intervention en particulier, puis accumulée au cours de la semaine, parce que on a vu des émissions toujours sur le service public, menées par exemple par Thomas Snegarov. Sur France 5, avec des titres toujours très sobres, Trump, un fascisme à l'américaine. Les Américains n'en ont que faire, rien à faire de ce que pensent les journalistes français de leur élection. Ah mais totalement. Ouais. Et sur LCI, aucune gêne. On fait un débat d'1 heure pour savoir si Trump est comparable à Adolf Hitler. Oui. Sur BFM, on invite les pires wokistes pour cracher sur le candidat républicain. Et sur France Info, des journalistes se permettent même de diffamer Trump au moment de son assassinat raté, tout en tombant dans le complotisme le plus crasse qu'ils sont eux-mêmes censés dénoncer. Comme cette dame. C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. C'est vrai qu'il a fait fight, mais il savait très bien que la carabine il y avait plus de munitions dans la carabine, parce que comme il sait très bien comment ça fonctionne, il savait qu'il y a plus de munitions. Donc c'est un type qui fait semblant. Et donc je pense que les gens quand même sont pas complètement dupes. Et plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent, il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Mais ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. C'est un beau grand écart. Incroyable. Et il n'y a que CNews qui sauve à peu près l'honneur de cette sphère médiatique gangrénée par le gauchisme, avec cette analyse très fine et surtout très juste du journaliste Vincent Hervouet. À la veille du scrutin, on est revenu à l'essentiel. Vous avez donc une idiote qui est bête comme ses pieds, Dixit Donald Trump, et vous avez un fasciste animé d'un esprit vengeur, Dixit Kamala Harris. On est vraiment revenu à quelque chose d'assez sommaire. Oui. Mais bon, pour la presse, pour les journalistes en général, Biden, personne n'a remarqué qu'il était devenu sénile il y a quand même un certain temps, on ne sait pas quand d'ailleurs. Personne n'a enquêté sur l'incroyable aveuglement de la presse américaine qui pourtant a été installée à demeure à la Maison-Blanche et qui n'a pas vu que le locataire des lieux donnait plus aucune interview de plus de 2 minutes. Guillaume Durand. Était invisible. Attends, on n'a jamais vu, pour moi j'attends avec impatience que le Washington Post et le New York Times, après avoir pendant des années accusé ceux qui posaient la question de la santé du président, de les avoir accusés d'être des déplorables, des minables, des Trumpistes, des complotistes, j'aimerais qu'ils nous expliquent comment ils n'ont pas vu à quel point le président était devenu défaillant. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que ils l'ont pas vu parce qu'ils voulaient pas le voir, parce que Trump, c'est le repoussoir, c'est le populisme, c'est l'éléphant dans la pièce, c'est le déni. Et une autre analyse intéressante sur LCI, dévoilée par un essayiste qui fait son premier passage dans une de mes chroniques. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Il s'agit de Louis Sarkozy. Pour
souligner le triomphe de Donald Trump. C'est un peu l'équivalent du triomphe électoral du Rassemblement national à la présidentielle et aux législatives, avec une victoire parmi les Français de confession musulmane. Parmi peut-être les nouveaux arrivés de première ou deuxième génération maghrébine. On parle de ça ce soir. Imaginez la défaite symbolique de la gauche américaine. On explique à la population américaine depuis 8 ans que Donald Trump est un raciste. On met en face de lui une femme de couleur noire. Elle récolte 20% de moins du vote noir que d'habitude. Elle perd, on explique que c'est un xénophobe qui déteste les latinos. Il gagne 45% du vote latino. C'est pas une défaite pour le Parti démocrate, c'est une humiliation. C'est abject. Je pense que le Parti démocrate tel qu'on le connaît aujourd'hui ne peut pas survivre à ce désastre-là. Et retour en France où malgré l'élection américaine, l'actualité continue de s'intensifier. Oui, et c'est passé l'euphorie de l'élection de Trump que reviendront les vrais problèmes qui touchent la France. À commencer par le narcotrafic. D'ailleurs, en parlant de narcotrafic et d'élection, un lien très inquiétant a été fait par le journaliste Vincent Hervouet, encore lui, sur ces politiques élus grâce à la bienveillance des dealers. Moi, je voudrais savoir combien est-ce qu'il y a d'élus en France qui dépendent du vote des narcotrafiquants. Dans les grandes villes. Il y a combien d'élus qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui ont été choisis et adoubés par les petits grossistes et les petits... C'est grave ce que vous dites, Vincent. Oui. Pardon ? C'est grave ce que vous dites. Mais moi, je vous parle de la mexicanisation rampante. Vous pensez qu'il y a des élus qui sont en lien avec les narcotrafiquants ? Vous croyez que vous avez la sécurité dans certaines banlieues de Paris sans avoir un deal avec justement avec les dealers ? C'est inquiétant ce que vous dites. Et autre crise qui découle directement du narcotrafic, l'insécurité. Et sur ce sujet, je vous partage un petit échange entre Pascal Praud et un ancien ministre socialiste qui reconnaît lui-même avoir été complètement aveugle sur sa façon d'anticiper l'ensauvagement de la France. Que le reconduise par avion des étrangers qui n'ont rien à faire chez nous, je suis d'accord. Mais oui, mais vous l'étiez pas. Je le dis là. Oui, mais pas trop tard. Je veux dire, trop tard. Cher André, trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Je reconnais une chose, cher Pascal, c'est que la gauche, une certaine gauche, celle dans laquelle je me reconnais, la gauche républicaine, soucieuse d'ordre public, a mis un peu de temps à ouvrir les yeux. Et je me souviens d'avoir été candidat aux législatives en 93, où moi-même, je tenais le discours un peu naïf disant « L'insécurité n'est pas ce que l'on croit, il y a un sentiment d'insécurité ». Je reconnais que j'ai tenu ce discours. Dans les années 90, on était en retard sur la réalité. Aujourd'hui, on ouvre les yeux. Et face à cette France qui semble bien se noyer dans ces crises, la question du maintien d'Emmanuel Macron jusqu'en 2027 est sérieusement posée. Surtout si une nouvelle crise politique devait intervenir, comme l'analyse Philippe de Villiers. Emmanuel Macron ne finira pas son mandat. Et je pense que la chute probable et prochaine du gouvernement Barnier l'entraînera. Il n'y a plus de solution. Et en attendant une démission hypothétique du président, le journaliste et écrivain Laurent Berton a analysé les différents scandales auxquels nous sommes obligés de consentir financièrement si l'on veut échapper à la justice. Et bien sûr, tous ceux qui ont mis en place ce système infâme s'en sortiront dans une totale impunité. Je paye le salaire de Léa Salamé. Je ne veux pas le payer, mais je le paye quand même. Je paye des choses que je ne veux pas payer. Et je me souviens, le contrat social, on nous avait dit, mais l'impôt, il est consenti, librement consenti. Ah non, moi c'est pas vrai. Je ne consens pas à payer l'impôt et je suis pas libre de dire non. Je ne contracte pas. Bon, je peux essayer de faire ça, mais ça va vraiment m'attirer des gros problèmes. Donc on est obligé de jouer ce jeu. On est obligé de 1 euro produit sur 2 parte à ce machin qui est capable de dépenser, par exemple, 100 millions d'euros pour une cérémonie d'ouverture. Comment c'est possible ? Ce chiffre vient d'un rapport officiel qui est sorti récemment. Comment peut-on, moi je veux voir les lignes de calcul, comment peut-on additionner des sommes pour arriver à un tel résultat ? C'est absolument délirant. Je sais pas, Bruno Le Maire, qui est auteur de romans érotiques, qui a dépensé 1 milliard d'euros, 1000 milliards, pardon, que dis-je, 1000 milliards d'euros durant son mandat, n'est tenu à aucun compte par rapport à ça. Il est tranquille, mais il a endetté les générations futures, il a endetté nos enfants, on va en payer le prix pendant des décennies, on s'en relèvera peut-être jamais. Et après l'économie, passons à la géopolitique, qui ne sont pas si éloignées d'ailleurs, car quand on voit les sanctions faramineuses et surtout coûteuses que l'on a infligées à la Russie, un sentiment intense de rage nous envahit en constatant que non seulement elles n'ont servi à rien, mais en plus, c'est à nous qu'elles font le plus de mal, selon ce journaliste.
L'impact des sanctions s'affaiblit de jour en jour. Est-ce que c'était beaucoup trop optimiste de se dire que des sanctions allaient pouvoir plonger les Russes dans un marasme total ? Les sanctions ne marchent jamais. Jamais. Ni en Corée du Nord, ni avec l'Iran, ni avec Cuba. Ça atténue, évidemment, enfin je veux dire, ça complique la vie quotidienne des gens. Mais en fait, quand on regarde de près, les seules victimes des sanctions contre la Russie, c'est l'Europe, qui a vu le prix de son énergie exploser. Oui. Et ce qui a conduit à une nouvelle vague de désindustrialisation qu'on subit en ce moment. Alors, c'est pas une raison pour ne pas les avoir décidés. Vous pouvez pas non plus donner de l'argent à votre ennemi comme ça. Donc il y aurait eu un coût politique, un coût moral très élevé. Mais au plan économique, c'est absolument terrible. Nous avons complètement raté notre cible et l'arme s'est retournée contre nous-mêmes. Et enfin, ultime fracture, le mépris de certains élus vis-à-vis des électeurs, notamment du Rassemblement national. On en a encore eu un magnifique exemple la semaine dernière où l'ancien ministre de la Santé Aurélien Rousseau qualifie à demi-mot 11 millions de Français d'abrutis. Je pense que les Français sont assez intelligents. Si on fait le pari qu'ils sont abrutis, on laisse les clés au Rassemblement national et on s'en va. Moi, je pense qu'ils sont intelligents, donc on doit prendre le risque de la complexité, de l'explication, du dialogue et après de la démocratie. Voilà, donc face à cette accumulation d'exemples, la question est posée. Combien de temps ce gouffre entre les élus et les Français pourra-t-il encore s'élargir sans provoquer un point de rupture ? Le temps nous le dira. Merci beaucoup, Louis Rigaudière. Merci, Maud.